T'es prêt? Alors simplement, Fabien, je voudrais que tu nous racontes un petit peu cette image-là. C'est une image que tu as fait pour un roman et même pour une collection de romans qui était plutôt sur la thématique vampirique. Tout à fait, c'est pour les éditions Sirius qui rééditaient des classiques du genre vampirique. Les éditions Sirius, c'était une branche des éditions Gérard de Villiers. Je le précise parce que c'est important pour ceux qui ne connaissent pas Gérard de Villiers, c'est par exemple les romans SAS. C'est important parce que ça permet de donner les critères de base qu'on m'a demandé. C'est-à-dire que là, vous voyez la couverture à plat. La partie de motif derrière sert au 4e de couverture. Et la vraie couverture en elle-même, c'est la femme au premier plan, là, avec son mouchoir ensanglanté. Donc, à chaque couverture que je devais faire, il était important de mettre une femme, et plutôt dans une attitude sexy, légèrement dénudée, mais pas trop quand même. Et il fallait trouver un juste milieu pour que ça reste comme ça, pour suggérer un petit peu... tout en restant très très propre sur soi, en fait, et dans le domaine vampirique. Ça, c'était le cahier des charges. C'est pour quel roman, cette illustration-là? Je ne sais plus, j'en ai fait beaucoup pour la collection. Comme justement, tu as fait plusieurs couvertures donc, pour cette collection-là, donc de fantastique plutôt vampirique. Est-ce que tu as travaillé entre chaque roman sur ces couvertures? Est-ce qu'il y a des choses qui revenaient? Comment tu as fait? Ou chaque roman était complètement indépendant en termes d'illustration? Alors chaque roman est indépendant en termes d'illustration, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les livres avaient un roman titre qui était suivi d'autres textes, des romans peut-être un peu plus courts des fois, et donc il fallait que j'illustre le roman de tête, si on peut dire. L'autre critère à prendre en compte, c'est que comme on gère une collection, il fallait des gammes de couleurs très différentes pour différencier les livres les uns des autres, tout bêtement. Et donc trouver des subtilités, des nuances, des cadrages différents à chaque fois pour qu'on soit sûr de ne pas avoir le même livre entre les mains, quoi. Illustrer toute une collection comme ça, toute une série, c'est confortable en tant qu'illustrateur ou c'est au contraire un peu galère parce qu'à chaque fois il faut se renouveler? En fait, c'est un petit peu les deux parce que ça participe à la joie du métier d'illustrateur. Illustrateur, c'est très différent du métier de peintre. Peintre, on est plus libre, quelque part on fait presque ce qu'on veut. Illustrateur, on doit donner une image avec les contraintes, et c'est ces contraintes qui font un petit peu la joie du métier, même si des fois c'est un petit peu compliqué. Donc là, il fallait quand même sortir une couverture tous les 2 mois, ça faisait un bon rythme, d'où l'utilisation notamment de l'outil numérique pour ces couvertures-là. Alors justement, parle-nous un petit peu, c'est quoi? C'est une peinture que tu as photoshopée, tu as travaillé sur ordinateur, comment tu gères ce genre de couverture? Alors en fait, c'est un amalgame de plein de photos que je récupère. Et ensuite, une fois que j'ai choisi la composition du photomontage, quelque part je la recopie, je la redessine complètement, en ajoutant évidemment plus de détails, plus de nuances, mais tout en utilisant les capacités de Photoshop, par exemple, en intégrant des matières ou des motifs. Là on ne voit pas très bien peut-être sur l'écran, mais il y a un effet de dentelle sur le fond de 4 minutes de couverture. Dernière peut-être question sur cette image-là, la question de la titraille. Est-ce que quand tu fais une couverture pour un roman, tu as des indications précises sur où va se trouver le titre, le nom de l'auteur ou des éléments comme ça? Oui, alors tout à fait. Là, c'était d'ailleurs bien précisé, c'est-à-dire que normalement on a le titre en haut, d'où l'espace vide en haut, et quelques éléments graphiques, dont le nom de la collection, c'était la collection Frisson, qui se trouvait en bas. Ça a bien marché sur les premiers titres. Après, on a eu notamment une petite expérience avec un nom d'auteur beaucoup plus long. Donc il a fallu jouer entre l'illustration, la taille de typo.
c'est pas moi qui faisais la maquette, mais en tout cas, ça crée quelques surprises quand même, bien qu'il y ait une charte graphique bien définie. On peut demander déjà de refaire des couvertures à cause de la typo. Refaire, non. Modifier, oui. En général, l'avantage des couvertures numériques, c'est que par exemple, on peut ajouter ce qu'on appelle dans le jargon un peu de matière en haut ou en bas et tricher un peu sur le cadrage. D'accord. On va peut-être passer à une autre image, hop, qui est celle-ci. Image différente, c'est quoi comme image? Alors, c'est la même collection. On retrouve l'idée du quatrième de couverture qui est très dénudée. Si je m'en souviens, c'est la femme vampire de Paul Féval. Donc il fallait partir sur ce sujet-là. Donc comparé à celle d'avant, on voit bien le changement de cadrage, le gros plan et les gammes de couleurs qui changent. Et après c'est opéré avec la même technique, sauf que là le visage est complètement dessiné et il y a une intégration de morceaux de plans de ville. Et là on remercie quand même la joie d'Internet pour récupérer ce genre d'image et retravailler. Donc là une couverture plutôt à tendance vert clair alors que l'autre était plutôt rouge, toujours pour différencier les romans, quoi. Oui, alors il faut savoir qu'entre deux, dans les surprises du métier d'illustrateur, de plus en plus on a l'influence du milieu commercial qui décide des fois aussi du choix des gammes de couleurs. Et on m'a demandé, notamment pour des couvertures vampiriques, d'éclaircir, voire de faire des vampires de jour. Alors, il y a une certaine éthique. Je me voyais mal faire des vampires de jour, sachant qu'on parle de vampires classiques et pas de vampires de Twilight ou autres qui sortent eux le jour. Donc, il a fallu trouver des astuces pour éclaircir la couverture, en tout cas. Là, c'est un personnage féminin, c'est une vampire. En même temps, il n'y a pas les petits dents pointus. Elles étaient en fait à l'origine, il y avait une petite canine qui sortait de la bouche et on m'a demandé de fermer la bouche et d'enlever la dent en fait, en modification. D'accord. Je ne dirais pas pourquoi, ça peut paraître assez anonyme. Une vampire qui a fait l'air d'une vampire. Exactement. L'important c'est d'avoir un sujet féminin parce que d'après ces critères-là, c'est vendeur. Bon, il se trouve que j'ai arrêté la collection. D'accord. On va passer à une autre image. Alors là, c'est quelque chose qui est complètement différent, hein. C'est l'illustration d'Emmanuel Maya chez Rivière Blanche. Qu'est-ce que tu voulais faire? Et là, on voit que le style est complètement différent. Tu as été aussi libre. Comment tu as travaillé? Alors, c'est vraiment complètement différent parce qu'il se trouve que c'est une peinture à l'acrylique sur toile. Et en fait, j'avais ça sur mon site il y a très longtemps. C'est un essai comme ça qui date un peu. Et Emmanuel Maya, aimant beaucoup cette image, elle m'a demandé si elle pouvait l'utiliser pour son roman. Donc voilà, j'ai évidemment pas d'inconvénient puisque ça lui plaisait. Donc là, c'est uniquement de l'acrylique sur toile, des essais de matière. Donc là, évidemment, on se rend pas bien compte. Il y a des empattements au niveau des blancs et à l'origine, le tableau s'appelait La Banshee. Personnage torturé. Comment est-ce qu'on travaille justement avec ce genre de personnage torturé, presque à la limite de la folie? Comment on représente ça? À la limite, peut-être que des sources d'inspiration, on pourrait trouver le cri de Munch. D'ailleurs, c'est assez amusant de passer cette femme complètement difforme derrière les sujets féminins très propres des vampires d'avant. Hein. Je crois qu'il faut tordre le sujet dans tous les sens et en même temps respecter un semblant d'anatomie pour qu'on reconnaisse, mais là c'est vraiment trop trituré dans tous les sens pour dire qu'il y a de l'anatomie. On connaît une poitrine, une cage thoracique vaguement, des mains allongées, mais je sais pas, en fait il y a des codes qui vont être peut-être des codes couleurs, des couleurs là en l'occurrence beaucoup plus froides et en même temps assez lumineuses sur un fond très foncé qui font ressortir. Et là il y a notamment ces petites taches là qu'on distingue pas très bien, ce sont des bulles et normalement c'est un personnage qui se trouve donc sous l'eau. Voilà, je sais pas trop ce que je peux dire de plus sur cette image. Tout simplement une question, tu parles du cri de Munch. C'est quelque chose que tu as à l'esprit quand tu as fait cette toile ou au contraire tu te laisses aller puis après tu redécouvres les influences inconscientes ou conscientes? En fait, déjà cette image, j'ai pu faire ça en 2005, donc je pourrais pas dire honnêtement si j'avais ça en tête, mais
à la base, j'ai quand même une formation d'histoire de l'art, donc je crois que après, on se nourrit de tout ce qu'on voit au quotidien en tant qu'illustrateur. C'est une des parts du métier, c'est tout observer et d'enregistrer un petit peu comme une caméra, et un jour ça ressort. Et des fois, en effet, ça ressort sur des images et on s'en rend compte qu'après. Ce qui est un piège, il s'est trouvé notamment des fois qu'on retrouve des détails d'une image et que cette image existe, ou cet élément existe dans une autre illustration, ce qui n'est pas forcément des choses volontaires par des illustrateurs. La part inconsciente. Alors là, on change complètement de style, ça on est vraiment dans ton côté jeunesse. Comment tu as travaillé sur cette image et qu'est-ce que tu voulais faire? Alors, l'image, déjà parler du sujet couverture. Comme je disais d'ailleurs aux enfants hier, avant-hier, on a travaillé sur un sujet de couverture pour Barbe Bleue. Et ce qui est intéressant dans une couverture, c'est qu'il faut raconter l'histoire sans en dire trop. Donc là, on a le personnage principal et on a cette petite ville en ruine derrière, qui est mystérieuse, où l'héroïne va croiser des petits monstres. Et on est dans un secteur donc jeunesse, c'est un roman première lecture, qui est illustré aussi à l'intérieur. Là, ce qui était important, c'est de faire le seuil, vraiment cet instant de passage vers cet autre monde, presque un peu comme une Alice qui traverse le miroir. Une petite question sur le travail avec l'auteur. Charlotte, alors Charlotte c'est ta compagne. Deux questions. Comment est-ce que tu travailles avec les auteurs des ouvrages que tu illustres? Et est-ce que c'est simple de bosser avec son conjoint? Alors ça a été très simple de travailler avec Paul Féval par exemple, qui est mort. Ça va. J'ai travaillé avec Tolstoï aussi, c'était un vrai plaisir, quelques-uns comme ça, mais bon... Sinon, il se trouve que, en général, l'illustrateur travaille pas forcément avec l'auteur. Peut-être plus en jeunesse, mais c'est pas gagné dès que c'est du roman. En tout cas, pour les couvertures, c'est souvent pas le cas. On travaille pas avec l'auteur. Là, en l'occurrence, donc, c'est le deuxième livre qu'on fait avec Charlotte. Le premier étant Croque-Mitaine, qui m'a mis un peu le pied à l'étrier de la littérature jeunesse. Et en fait, il se trouve qu'on avait envie de travailler ensemble. Charlotte et moi, on a des projets vraiment chacun de notre côté. Et je sais pas, naturellement, on aime bien travailler ensemble et on se rejoint à un moment donné. Donc là, c'était cette histoire que Charlotte m'a proposée. Je crois qu'en même temps, c'était un peu un exercice pour elle de se frotter à cette tranche d'âge-là en termes d'écriture. C'est un challenge aussi. Et c'est d'autant plus... Enfin, on est assez fusionnel, je dirais, dans le travail. Et en même temps, il y a un petit peu de pression parce que je crois qu'il faut pas se tromper, il faut pas se rater sur les images parce qu'on le fait à deux aussi. Et je sais pas après pour Charlotte au niveau du texte, mais en tout cas, voilà, il y a une espèce de symbiose qui se fait quand on travaille ensemble. T'as vu dans son regard que c'était pile poil la petite fille qu'elle voulait? Alors ça, c'est peut-être une question qu'il faudrait poser à Charlotte. Moi, quand j'ai lu le texte, j'ai eu cette petite fille un peu garçonne qui fait du kung-fu, qui joue au football avec ses copains. Mais après, là, il faut demander à Charlotte. Alors justement, on va demander à Charlotte Bousquet, qui est à côté de nous. Viens avec nous, Charlotte. Ouais, c'était un peu le piège. Simplement, donc tu as travaillé avec Fabien. C'est pile poil ce que tu avais toi imaginé? En fait, je sais pas trop. Elle me va très bien, Fatou. Fatou me va très bien comme ça. Moi, j'ai tendance en général à avoir des personnages plus grands et plus dark. Mais comme l'a dit Fabien tout à l'heure, c'est que j'ai moins l'habitude de travailler pour des 6-8 ans. Donc Fatou m'allait très bien. J'ai trouvé que le côté salopette et gants, des petites mitaines comme ça, c'était très marrant. Et après, en fait, j'ai plutôt passé la main. Enfin, Agnès Guérin, qui est la directrice artistique de Rajo, a pris largement la main sur moi. Et c'est elle plutôt qui a travaillé avec Fabien. Mais moi, ça me va très bien. Eh bien très bien, on va continuer à se balader
Alors, c'est encore un projet ensemble. Comment tu l'as fait le chat là, avec les ailes? Eh ben, j'ai pris un chat, je l'ai passé dans le scanner et puis après j'ai rajouté les ailes. Non, en fait, j'avais un cobaye à la maison. On a un chat et j'ai pris quelques photos. Et c'est à partir de ces photos de positions très différentes, parce que vous vous doutez bien que le chat, il est prêt à poser quand il dort, mais sinon, si vous le prenez en photo, il n'aura jamais la bonne position. Donc c'est plutôt du travail au niveau de la tête, et après redessiner le chat en lui-même. Et la petite anecdote étant que vous pouvez voir sur cette couverture qu'il est en fait une photo de vacances. Le fond en fait est un retravail d'une photo d'un voyage. Voilà, ça sert aussi à ça les vacances. On continue à travailler quand on est auteur et illustrateur, donc on se nourrit d'images et puis on les capture aussi en photo. Après c'était l'avantage de travailler aussi pour Rivière Blanche, c'est qu'ils vous laissent une liberté de création, ils vous font confiance complètement et c'est trouver le juste milieu entre faire une couverture qui soit juste et faire aussi des expériences. Là c'était un peu une expérience avec l'outil numérique. D'accord. Même chose, encore une photo, encore une couverture avec des animaux. Ouais. Et encore un scanner. Le loup était plus difficile à passer dans le scanner, mais non, en fait, là, c'était de trouver une... c'est difficile d'exprimer ça. En fait, Cœur de loup est une anthologie où les droits sont reversés pour protéger les loups. Et on avait des auteurs qui écrivaient dans le domaine de l'imaginaire dedans, mais pas que. Et il fallait trouver un sujet qui représente tout ça, avec une jolie musique par exemple. Il m'a semblé juste de trouver quelque chose qui représente bien l'esprit du loup, donc un loup un peu fantomatique. Et le sujet s'est posé comme ça, les couleurs sont venues assez naturellement dans le côté vraiment fantomatique. Et après c'est plutôt un jeu sur les contrastes de couleurs chaudes, froides, et de gamme de couleurs foncées claires. Je voudrais peut-être qu'on passe à la petite vidéo que tu nous as fait, que tu nous as proposé. Je sais pas si on qui est pas parfaite, c'est un test à la base, mais qui peut donner une idée du travail. Alors. Voilà, elle s'appelle Corbeau. Alors explique-nous un petit peu l'idée du projet et ce qu'est cette vidéo. Alors en fait ça c'est un projet jeunesse qui est une réécriture du conte Les 7 frères Corbeau de Grimm que j'ai transposé dans un cadre un peu plus western et qui est travaillé tout en noir et blanc avec du fusain et de la pierre noire. Et comme c'est un projet qui est très difficile à placer aux frais des éditeurs jeunesse, parce que notamment en France, en jeunesse, il faut de la couleur avant tout. Je me suis donné toute liberté de le faire vraiment comme je voulais, quitte à ce que je le garde dans un carton pendant longtemps. Et j'ai pu expérimenter, redécouvrir le travail traditionnel au fusain. Et du coup, je me suis dit que comme j'avais souvent des questions sur comment tu travailles Fabien, ça pouvait être marrant de faire une petite vidéo. Donc voilà, là c'est pas forcément très bien cadré tout le temps, mais il y a un travail en fond de gesso. C'est ce qu'on met souvent sur les toiles pour que la peinture tienne correctement. Là je m'en suis servi pour m'attirer un peu du papier, donner cet aspect un peu griffé de temps en temps, et ce qui ressort surtout quand on travaille au fusain dessus. Ensuite, c'est par couche de fusain, souvent en étalant avec un peu de papier, papier doux ou coton de tige pour des trucs plus détaillés. Et évidemment, quand il y a de la lumière, rehaussé avec du blanc en acrylique. Ça, pour l'image qu'on est en train de voir en accéléré, c'est combien de temps en réel pour cette page-là? Pour cette page-là, on va dire une dizaine d'heures de travail. Quand même.
grosse journée de travail. En fait, plus d'une journée s'est étalée pour permettre d'avoir notamment un peu de recul sur l'image, parce que quand on a le nez dans son image, il y a la malchance, je dirais, de faire des erreurs, peut-être de perspective, de composition, ce genre de choses. Donc du coup, les grosses images comme ça, je les intercale, j'en fais peut-être 2 en même temps des fois, et comme ça je me remets dedans, et puis ça permet d'avoir un peu de recul. Concrètement, du coup, c'est un projet qui a trouvé preneur, hein? Non, toujours pas. Toujours pas. On va attendre quelques années. D'accord. Quand on fait appel à toi, c'est pour tout type de projet ou on vient de voir parce que tu as un style particulier ou des choses particulières? Comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est très différent parce que, par exemple, pour parler de l'affiche du festival, quand Georges Fauveau m'a demandé, j'ai évidemment dit oui déjà parce que c'était Georges, et puis aussi parce que ça m'intéressait de retravailler sur une affiche. J'avais déjà fait ça il y a quelques années pour un festival polar, donc vous imaginez que c'est très très différent. Et du coup, il m'a demandé de travailler dans un style qui est précis, qui est plus proche des couvertures que je faisais, notamment pour Sirius, c'est-à-dire assez réaliste et donc numérique. Et après, je sais pas si j'ai un style vraiment très très tranché. J'imagine, enfin je sais pas, j'ai pas beaucoup de recul par rapport à ça. Et sinon, on me demande, et puis je crois, voilà, si j'ai le feeling, je fais, sinon je laisse passer. On m'a demandé récemment de faire des illustrations animalières pour la ferme aux crocodiles. Et il y a quelques personnes dans la salle qui sont au courant, mais je balancerai pas de nom. Mais je crois que oui, c'est aussi le fait de l'exposition internet, on montre des images. Les gens voient vos images et puis ils ont un feeling et puis ils vous demandent de travailler, quoi. Une petite question sur, on va y revenir sur Internet, c'est ma dernière couverture, mais une petite question sur cette anthologie-là, qui s'appelle Elle, qui n'a vraiment rien à voir par rapport à tout ce qu'on a vu en termes d'illustration. Comment tu l'as fait? Quelle était l'idée là? Alors, Elle, c'est un projet presque très personnel, donc c'est une anthologie où on a reversé les droits à une association qui aide les femmes en difficulté, pour faire cliché, et c'est vraiment des femmes battues, des femmes isolées, ce genre de choses. Dans notre microstructure d'édition avec Charlotte qu'on a montée il y a longtemps, donc c'est vraiment assez personnel. Le sujet en lui-même était dur à représenter. Je voulais pas faire cliché d'avoir une femme avec un œil au beurre noir en premier plan, enfin on voyait pas l'intérêt. Et d'autant plus qu'on retrouve là encore des auteurs qui sont du domaine de l'imaginaire. Donc il fallait un peu marcher sur le fil du rasoir, encore entre les thèmes. Il y a, on voit pas très bien peut-être, mais en fait c'est le ventre d'une femme avec du sang qui forme le L et donc le nom de l'anthologie, ce qui en soi est une erreur de jeunesse, je vous dirais. C'est vrai. En tant qu'éditeur, parce que en fait on n'est pas éditeur vraiment, on soutient des projets, on fait de la micro-édition, voilà. Et il se trouve que Elle, quand vous mettez ça dans une base de données, ça ne ressort pas du tout en termes de titre, donc ce n'est pas vendeur. Et il se trouve qu'aussi mon intention graphique n'était pas forcément partagée par tous. Certains ne lisaient pas forcément le L et ils voyaient plus une croix. Donc voilà, c'est pas forcément une grande réussite en soi, mais je trouvais que ça marquait bien le ventre de la femme, le sang, et donc cette matière qui est en fait une récupération de métal rouillé par couches successives qui sont intégrées avec un outil numérique. D'accord. Une petite dernière. Celle-là, elle est un peu particulière parce que c'est une illustration pour un livre numérique et donc sans version papier. Est-ce que c'est le même travail et est-ce que c'est pas un peu frustrant en tant qu'illustrateur? Pas du tout, pour moi c'est exactement le même travail. En fait, une image est un travail en soi, quel que soit le support. Je disais que je travaillais pour la ferme aux crocodiles. Je le traite de la même façon qu'une couverture, qui est un projet jeunesse ou autre. L'important c'est de faire au final une belle image
Et comme vous avez pu le voir, je travaille aussi bien au fusain, à la gouache qu'en numérique. Donc vraiment, c'est le sujet importe et puis l'outil à la limite se met au service du sujet. J'ai tendance maintenant, avec l'expérience, à travailler des couvertures de romans, peut-être plus en numérique, pour des gains de temps, mais aussi parce que, même là, si ça n'a pas été le cas, parce que l'éditeur était gentil, on demande aussi souvent des retouches sur les images, et en numérique, c'est beaucoup plus pratique de retoucher. Une petite question pour terminer. Aujourd'hui, tu fais à la fois des albums jeunesse, à la fois de l'illustration. Qu'est-ce qui est le plus agréable et vers quoi tu te tends? Vers quoi je tends? J'aime beaucoup la jeunesse. Ça offre beaucoup de liberté parce qu'on a beaucoup plus d'accès à l'image, on fait beaucoup plus d'images. Et vers quoi je tends? Je tends à devenir peut-être un auteur un peu plus confirmé et aussi à d'autres projets un peu plus sortant du carcan d'illustrateur standard, c'est-à-dire que j'ai des projets de BD, 2 en cours. J'ai fait du storyboard aussi pour un court-métrage à un moment donné. Là, je vais normalement travailler avec une compagnie de théâtre pour faire toute l'imagerie, autant logo que décor, ce genre de choses. Donc j'aime bien être touche à tout et peut-être qu'un jour je ferai dans le dessin animé ou dans... Enfin voilà, j'ai pas de limite, l'important c'est l'image et de raconter une histoire. Eh ben, merci beaucoup Fabien.